All right. Oui, vous l'avez. Please be seated. Oui, assois. Juge présidente, merci beaucoup. Nous sommes de retour. Pardon pour ce léger retard. Bien, représentant des victimes, vous avez la parole, je vous en prie. Appelez. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, avec Paulina Massida, Francisco Cox, Joseph Manoba et Paul Bradfield, nous comparaissons devant vous aujourd'hui pour nous exprimer au nom des 5795 victimes autorisées à participer à cette procédure depuis le 12 août. C'est un honneur de représenter ces femmes, ces hommes, ces enfants dont les vies ont été détruites par les agissements de Joseph Kony et son armée de résistance du Seigneur, RSA. ARS, pardon. Les victimes ont attendu plus de 2 décennies ce moment. Pendant plus de 20 ans, elles ont attendu que leur douleur soit reconnue, que leur perte soit reconnue, que justice soit rendue en leur nom. Toutes ces victimes ont suffisamment attendu, mesdames, monsieur le juge. Certains attendent depuis juillet 2002, lorsque les premières attaques de l'ARS ont frappé leur village. Certains ne vivront pas jusqu'aux conclusions de ces procédures, mais toutes méritent de savoir que leur souffrance n'est pas passée inaperçue, que le monde les a entendus et que ceux qui en sont responsables devront rendre des comptes. Parmi eux, le suspect, M. Kony. Pourtant, ne nous trompons pas, le nombre de victimes représentées dans cette affaire n'est qu'une infime proportion de ceux qui ont subi les crimes dont M. Kony est accusé. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, ces victimes attendent des explications et cette attente dure depuis trop longtemps. Sans explication, les victimes ne pourront pas dépasser et surmonter les événements tragiques qui en ont fait des victimes. Et pourtant, l'oubli est nécessaire à leur récupération. Mais cet oubli est impossible aussi longtemps qu'ils ne comprennent pas pourquoi eux, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs fils, leurs filles, leurs maris, leurs femmes ont été enlevés, recrutés de force parmi l'ARS, violés, torturés, assassinés. Pourquoi leurs propriétés ont été pillées, brûlées? Pourquoi ils ont été forcés à vivre dans la brousse ou dans les camps de personnes déplacées internes? La tristesse, le manque de ceux qui ont disparu, la colère, la peur de mourir est si profondément ancrée en eux qu'elle continue d'affecter leur vie au quotidien, les empêchant de dormir, de travailler, de participer à la vie de leur communauté. En résumé, mesdames, messieurs les juges, l'incapacité de reconstruire leur vie et d'avancer. Ces blessures émotionnelles, psychologiques ne sont pas simplement des conséquences des crimes. Elles sont
les vrais marqueurs du traumatisme que ces victimes ont vécu et continuent de vivre jusqu'à aujourd'hui. Les familles des victimes disparues, de leur côté, ne peuvent pas porter le deuil jusqu'à ce qu'elles reçoivent une explication sur ce qu'il est advenu de leurs êtres bien-aimés et les raisons de leur souffrance. Le processus de guérison de nos clients passe par la reconnaissance des crimes qu'ils ont subis, la définition judiciaire des raisons pour lesquelles ils ont été victimes et le châtiment des responsables, y compris M. Conny. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, certains des événements, des faits dont nous traiterons au cours des prochains jours ne sont pas inconnus de cette Cour. Puisque M. Ongwen, commandant de brigade de la brigade Signa de l'ARS, a été condamné par cette Cour pour un total de 61 crimes, parmi lesquels crimes contre l'humanité et crimes de guerre, commis au nord de l'Ouganda entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005. Effectivement, un certain nombre des événements et des crimes décrits dans le document amendé contenant des charges contre M. Conny sont les mêmes que ceux dont M. Ongwen a été accusé et déclaré coupable et présente un nombre important de similitudes, y compris les dimensions temporelles et géographiques. Et c'est en particulier le cas pour les chefs d'accusation liés aux 4 attaques contre des camps de réfugiés internes, Pajoulé, Odek, Loukodi et Abok. Et la même chose est vraie pour ce qui est des crimes sexuels et de genre et les crimes de guerre, de conscription et enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour participer activement à des hostilités. Ceci étant dit, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, il est important de rappeler que les chefs d'accusation présentés contre Joseph Kony vont au-delà de ceux pour lesquels Dominique Ongwen a été reconnu coupable. En plus des charges ou des chefs d'accusation communs aux 2 affaires, l'accusation accuse Kony aujourd'hui de provoquer le viol comme un délit différent et caractérise plusieurs crimes de genre. Le viol, l'esclavage sexuel, le mariage forcé, la grossesse forcée, en tant qu'autant d'actes dont Kony lui-même est l'auteur direct. De plus, les chefs s'étendent à de nouveaux incidents, parmi lesquels les attaques contre l'école de filles de Luala et les camps de personnes déplacées internes d'Abia et de Barlogno, qui ne faisaient pas partie de la procédure Ongwen. En résultat, certaines des victimes que nous représentons ont participé à l'affaire Ongwen, qui se concentrait essentiellement sur la communauté Acholi, écartant pour la plupart les communautés Tesso et Lango. Mais l'audience de confirmation des charges dans cette affaire-ci est une opportunité unique pour finalement reconnaître la pleine dimension de la victimisation en Ouganda du Nord, en prenant en compte non seulement la région Acholi, mais aussi les 4 régions affectées par les crimes perpétrés par l'ARS sous le commandement de Kony, à savoir les régions Lango, Acholi, Tesso et du Nil occidental. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, même si les victimes déplorent l'absence de Monsieur Kony et sont parfaitement conscientes que leur destin est étroitement lié à sa détention, ils considèrent cette procédure comme d'une importance cruciale. Effectivement, même s'ils comprennent la réalité douloureuse selon laquelle et sans l'arrestation de M. Kony, leurs efforts pourront peut-être finalement être vains,
Elle elle considère cette audience comme un pas important dans la bonne direction et ont hâte de pouvoir contribuer véritablement à la quête de justice. Elle croit également que la confirmation des charges renouvellera l'engagement des États à localiser M. Kony et s'assurer de sa remise à la Cour. Mesdames, Monsieur le juge, le rôle des victimes dans la procédure n'est pas de proposer des charges contre le suspect. C'est une responsabilité qui incombe à l'accusation. Mais les victimes, en revanche, par leur participation, peuvent jouer un rôle clé dans le rétablissement de la vérité. Elles éclairent des faits d'une manière différente et pourtant essentielle, contribuant à la poursuite de la vérité judiciaire au cœur même de ces procédures. À travers leurs récits, les victimes confirment que les crimes présentés dans le document amendé reprenant les charges n'étaient pas des incidents de guerre isolés ou des actes de violence aléatoires. Au contraire, il s'agissait du résultat d'une campagne délibérée, orchestrée au plus haut niveau de l'ARS, une campagne visant à terroriser les civils, à sous-tendre les opérations de l'ARS par la force et à anéantir les communautés de telle sorte que la résistance serait impensable. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, en partageant les souffrances qu'elles ont subies et le traumatisme dont elles continuent de pâtir, les victimes font plus que partager leur douleur. Elles offrent des preuves puissantes et significatives que ces crimes ont bien eu lieu et qu'ils ont laissé des cicatrices profondes et durables. Les chefs présentés parlent d'assassinat, de mise en esclavage, d'enlèvement, d'esclavage sexuel, de viol, de traitement cruel, de pillage ou de recrutement forcé d'enfants parmi les rangs de l'ARS. Avant que mes collègues Paulina Massida et Paul Bradfield fournissent une analyse plus profonde des charges et des chefs d'accusation ainsi que leur impact sur les victimes demain, permettez-moi, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, de tenter brièvement de conférer à ces chefs d'accusation une dimension humaine. Ça commençait souvent la nuit, le silence cassé par des tirs, le cri des voisins, la terreur soudaine de l'arrivée des rebelles de l'ARS. La victime A4000-11 n'avait que 12 ans lorsqu'ils sont venus la chercher. Et je la cite, « J'avais 12 ans lorsque j'étais enlevé. 2 de mes frères ont été tués en ma présence. » C'est comme cela que se termine une enfance, avec la perte de sa famille et une marche forcée dans la brousse. D'autres victimes ont été enlevées d'endroits qui étaient censés les protéger, écoles, foyers, églises. La victime A/20068/24 se rappelait, je la cite, « J'ai été enlevé de l'école, j'ai été forcé de cuisiner, de me porter des charges, puis de vivre comme la femme d'un soldat. Je n'avais pas le choix. » Fin de citation. Pas le choix, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge. Ce sont des mots qui reviennent sans cesse dans les récits des victimes. Ils n'avaient pas le choix lorsqu'ils ont été forcés de regarder les assassinats. Pas le choix lorsqu'elles devaient tuer. Pas le choix lorsque leurs corps ont été transformés en instruments de guerre. Pas le choix lorsqu'elles étaient données comme, entre guillemets, femmes au commandant de l'ARS.
l'enlèvement avait un but. Il ne s'agit pas d'actes de banditisme spontané. Ça faisait partie d'un système dessiné pour alimenter les rangs de la RS avec de nouveaux combattants et fournir à ses commandants des esclaves, y compris sexuels. Les preuves de l'accusation le démontreront et les récits des victimes le confirmeront. La victime A bar 4001 bar 11, prise à peine 11 ans, nous a dit, et je la cite, « J'ai été enlevée à peu près à 11 ans et j'ai dû devenir l'épouse, entre guillemets, de l'un des commandants. » Fin de citation. Mais mesdames, monsieur le juge, elle et tant d'autres filles qui ont été enlevées n'étaient pas les épouses de Connie et des commandants de la RS. C'étaient des enfants mis en esclavage, sujets de violences sexuelles jour après jour, leur humanité réduite à la volonté d'hommes qui les traitaient comme leur propriété. La violence allait bien au-delà de ceux qui étaient enlevés. Des villages entiers ont été rasés. Les survivants parlent de foyers incendiés, de troupeaux éliminés, d'êtres bien-aimés, tués devant leurs yeux. La victime A, barre 200-20013-24, le résumé d'une simplicité désarmante. Et je le cite, « Toutes nos huttes ont été brûlées. » Fin de citation. Une autre victime, A bar 20014 bar 24, porte une perte en elle que les mots peuvent difficilement expliquer. Je la cite, « Les rebelles m'ont tiré dessus, m'ont forcé à jeter mon bébé pour fuir et sauver ma vie. Je ne sais toujours pas où est mon enfant. » Fin de citation. Et pour la fille de la victime A bar 20012 bar 24, elle a été tuée par balle par les rebelles ARS alors qu'elle était encore sur le dos de sa mère. Voilà ce que signifient les chefs d'accusation d'attaque contre les populations civiles lorsqu'on s'éloigne de la terminologie légale. Une femme a été forcée d'abandonner son bébé pour survivre. Un bébé a été tué alors qu'il était encore sur le dos de sa mère. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, la cruauté est sans nom, non seulement pour tuer, mais également pour anéantir les esprits. Et de fait, les crimes perpétrés par le RS et Cody et les commandants ont été faits de manière délibérée pour susciter la peur et l'obéissance forcée. Et on peut se demander, Madame, Messieurs les juges, quand est-ce que ces combats ont pris fin? Pour beaucoup de victimes, ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas de fin. Elles continuent de vivre avec des blessures physiques, avec des cauchemars, avec la stigmatisation qui les a suivis chez eux. La fille qui est rentrée avec un enfant conçu en captivité, le garçon traité comme un auteur plutôt que comme une victime, l'homme qui a perdu tout ce qu'il aimait. La victime A bar 45006 bar 25 le dit crûment, et je cite, « Ma mère a été prise et tuée par les rebelles. Je n'ai plus de famille. Je ne vis qu'avec des souvenirs. » Fin de citation. Voilà ce qui reste, Madame, Messieurs les juges, des souvenirs, de la douleur. La victime A bar 45845 bar 25
résumer le sort de la population civile comme suit. Et je cite. Tellement de gens étaient tués, beaucoup d'enfants aussi, et de femmes enceintes. L'ARS a tué ma mère en la lacérant dans le dos puis le cou. J'ai vu sa maison brûler. Mon père aussi a été tué pendant l'attaque. Mon grand frère et ma grande sœur ont été brûlés dans la maison. Il a fallu que je porte sur ma tête les grains et le pot-chaud. C'était très lourd. Et j'ai ralenti. J'ai été frappé à la tête par des rebelles ARS. Et j'ai commencé à saigner. Je marchais pieds nus. Les enfants recevaient des formations. J'ai reçu 50 coups sur le bas du dos, comme une introduction à l'ARS. D'autres enfants subissaient le même traitement aussi. C'était très douloureux. J'ai pleuré. J'ai été forcé de battre un adulte à la tête en utilisant un bâton, et il en est mort. J'ai beaucoup souffert pendant la période de détention. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bien dormi. Il fallait que j'accomplisse des tâches dures. J'ai été le témoin de choses horribles et j'étais obligé de faire des choses mauvaises à d'autres personnes. Lorsque j'ai été enlevé, j'allais à l'école. J'avais un avenir. Aujourd'hui, mes rêves sont évanouis. Et pourtant, mesdames, monsieur le juge, après tout ce qu'elles ont enduré, les victimes sont là. Leur présence dit tout de leur résilience, de leur courage, de leur espoir. Elles ont trouvé la force pour faire entendre leur voix, non pas dans une quête de revanche, mais pour réclamer leur dignité, réclamer d'être vues, d'être entendues. Elles demandent à cette cour de mettre un nom sur ce qui leur est arrivé et de l'appeler par son nom, ce qui lui est arrivé. Des crimes de la plus haute gravité, des crimes commis intentionnellement, des crimes visant à terroriser et à détruire. Mais elles n'ont pas été détruites, mesdames, monsieur le juge. Aujourd'hui, elles demandent que monsieur Joseph Kony soit nommé, soit appelé clairement et sans hésitation et défini comme l'un des responsables de leur souffrance. Elles vous demandent, madame la présidente, madame, monsieur le juge, de confirmer l'ensemble des chefs d'accusation contre lui et ce faisant réaffirmer que leur souffrance n'a pas été inutile, que la vérité finira par être connue et que les responsables seront poursuivis. Mesdames, Monsieur le juge, la participation des victimes dans l'audience qui s'ouvre aujourd'hui et dans les procédures en général devant cette cour est essentielle. Car elle constitue un rappel puissant que la justice est poursuivie en leur nom pour protéger les générations futures d'atrocités qui défient l'imagination et qui choquent profondément les consciences de l'humanité. Et pour s'assurer que les crimes les plus graves préoccupant la communauté internationale dans son ensemble ne demeurent pas impunis. L'audience de confirmation des charges dans cette affaire et votre décision ne changera pas le passé. Ça ne ramènera pas les frères tués sous les yeux d'un enfant de 12 ans, où l'enfant est arraché des bras de sa mère.
Ça n'enlèvera pas la souffrance imposée aux victimes par l'ARS sous le commandement de Kony. Mais ça dira à ces victimes que ce qu'elles ont subi compte, que la justice peut s'abattre sur les auteurs les plus puissants, que l'impunité prend fin ici. Et comme cela a déjà été dit, ça pourra également renforcer l'engagement des États à localiser Joseph Kony et assurer sa remise à cette cour. C'est pourquoi les victimes participent à cette procédure. C'est ce qu'elles vous demandent. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge. Présidente, merci beaucoup. La défense. Vous avez désormais la parole pour votre déclaration liminaire. Your Honours, on the 21st Maître Haynes, le 21 juin 2024, Madame, Monsieur le Juge, j'ai été nommé pour représenter les intérêts de Monsieur Joseph Kony dans une audience de confirmation des charges qui allait se mener en son absence. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai réuni une équipe composée de professionnels juristes ougandais et d'avocats avec une expertise en droit pénal international. Ça a été un immense privilège dans ma carrière, le plus grand, d'agir et d'assumer ce rôle, mais en même temps le mandat le plus difficile que j'ai jamais eu à accepter. Il est important que le public sache et comprenne ce que nous avons fait dans cette procédure et les mesures que nous avons prises pour respecter ce mandat. Nous avons défendu publiquement, y compris devant la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, que nous considérons cette procédure comme incohérente par rapport au cadre statutaire de la CPI. Nous avons également collecté et présenté énormément de preuves testimoniales des responsables et des gens du nord de l'Ouganda qui vont à l'encontre, nous pensons, des efforts de réconciliation et qui ont tendance à diviser. La décision de la Cour, aussi bien d'un point de vue légal que en général, voir s'il s'agit d'une bonne idée, a été d'avancer, de lancer la procédure. Et aujourd'hui, nous sommes ici en train de vivre ce qui, et ça ne fait aucun doute, un tournant clé pour cette Cour. La première audience de confirmation des charges d'un suspect qui n'a jamais comparu et ce siège au fond de la salle d'audience vide. Il est également important de comprendre comment ce siège vide a eu un impact sur la préparation de la défense et comment il a pu éclairer et limiter la position que nous allons adopter dans le cadre de cette procédure. Je vais être très bref dans mon exposé. L'essentiel vous sera livré par des voix ougandaises. Et avec votre permission, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il est de mon devoir de remercier le greffe et en particulier l'unité des voyages qui a pu obtenir des visas la semaine dernière, jeudi dernier, pour les deux collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Nous leur avons envoyé un courriel privé et parfois il est important de présenter des remerciements en public. Le moment venu, vous entendrez donc mes co-conseils qui font partie de notamment Liliane Béatrice Hatim, qui vous parlera de la procédure et la placera dans le contexte approprié ougandais.
Dans un premier temps, vous allez entendre le point de vue de mon collègue, M. Anyuru, qui a vécu les événements survenus au nord de l'Ouganda et la guerre civile. Il continue d'y vivre d'ailleurs. À titre exceptionnel, nous vous avons demandé la permission de l'autoriser à s'adresser à vous en Acholi. Et je dois avouer que nous avons été surpris et déçus de constater que cela a suscité une opposition de la part des représentants légaux communs des victimes. Qu'à cela ne tienne, la Chambre a aimablement fait droit à notre requête et l'a autorisé à s'exprimer dans une langue qui est la langue principale des communautés affectées du nord de l'Ouganda. Et sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Thank you, Councillor. Apoyo. Nia Je vous remercie. Je m'appelle Jeffrey Boris Anyuru. Je suis avocat ougandais. Je souhaiterais remercier la Cour d'avoir accepté que je me présente devant elle et que je m'exprime brièvement. Dans le cadre de cette déclaration liminaire, je souhaiterais dire ceci aux juges de cette Chambre. En ce qui concerne la population ougandaise, notamment la population du nord de l'Ouganda et dans les territoires Acholi, à Tesso, et je veux également m'adresser à Joseph Kony s'il suit la présente procédure actuellement. Cette procédure qui est en cours n'est pas un procès. À la fin de cette procédure, personne ne sera condamné et personne ne sera envoyé en prison. J'affirme cela avec une certaine tristesse parce que personne ne pourra bénéficier de réparation pour la souffrance qu'ils ont subie. Même si les charges devaient être confirmées, Joseph Kony ne sera pas condamné. Si à un moment il est arrêté et qu'il était transféré devant cette cour, et je doute que cela n'arrive un jour parce que pour le moment l'Ouganda veut introduire des procédures à son encontre, mais s'il devait être transféré devant cette cour, eh bien il aura le droit de demander la tenue d'un procès de nouveau afin que les juges puissent se prononcer et statuer sur son cas. Donc, je m'adresse maintenant à tous ceux qui ont souffert. Les réparations ou toute autre forme de compensation ne seront pas possibles immédiatement. Cela prendra du temps. Cela prendra beaucoup de temps. Même si la Cour devait confirmer les charges et que Joseph Kony devait être arrêté, si à la fin de son procès il est condamné et que une ordonnance portant réparation a été rendue, les victimes, en l'espèce, ne recevront pas de réparation immédiatement. En effet, en 2025, les réparations suivent toujours la procédure, et même si dans l'affaire Lubanga, Almadi, Ntaganda et Ongwen ont déjà été rendus. De plus, le fonds profit des victimes ne dispose pas des fonds nécessaires pour verser des réparations dans les cas où des ordonnances de réparation ont été rendues. Nous, Ougandais que nous sommes, savons que nous attendons toujours qu'il y ait une procédure en réparation dans l'affaire Ongwen. Rappelons-nous que la confirmation des charges n'est qu'une partie de cette procédure judiciaire. Joseph Kony est toujours en fuite. Il y a un mandat d'arrêt à son encontre.
mais il n'a pas encore été arrêté. Cela étant, si la personne n'est pas présente, si le suspect n'est pas présent, eh bien cette procédure se terminera et ne pourra pas aller plus loin. La plupart des Ougandais nous écoutent et suivent de près le déroulé de cette procédure. Ils attendent l'arrivée de témoins. Eh bien, cela n'arrivera pas à ce stade. La confirmation des charges dans d'autres affaires est importante pour l'accusation, mais en l'espèce, la Cour doit entendre le point de vue de l'accusation, mais aussi celui de la défense. Mais s'il n'y a pas de suite à cette procédure, eh bien, on ne pourra pas aller plus loin. S'agissant de la présente procédure, l'accusation n'a pas trouvé d'informations lui permettant d'aller plus loin. Le procureur a montré tout ce qui s'est passé et a rappelé la chronologie de cette affaire devant la Cour. Cela montre à nos frères et à nos sœurs au nord de l'Ouganda qui souffrent, qui ont subi des problèmes émotionnels et psychologiques. Et nous avons l'impression que le fait de montrer ou d'avoir montré ces photos comme l'a fait le procureur causera un préjudice supplémentaire, va les retraumatiser parce qu'ils verront leurs frères, leurs parents, leurs sœurs, et donc cela va retraumatiser les victimes. Et ces images seront montrées à tous ceux qui souhaitent suivre la procédure et voir les images qui ont été montrées par le procureur. Et bien toutes ces personnes-là pourront les revoir. Quiconque souhaite voir ces photos pourra simplement allumer son ordinateur et voir ces photos en ligne. Mais sans avoir reçu d'informations de la part de ceux qui étaient au courant de ce qui s'était passé, eh bien, ils n'en sauront pas grand-chose. Nous ne savons pas si nous allons entendre le point de vue de ces personnes. Le procureur a choisi de montrer ces images, mais ces images auront des répercussions terribles pour les Ougandais qui les auront vues. Il convient de rappeler que cette procédure sera courte et qu'elle concernera des événements survenus il y a très longtemps. Les gens qui ont souffert les gens dont les avocats qui sont dans cette salle allèguent qu'ils ont souffert d'un préjudice sont au nombre de 5 795. Ce préjudice, ils l'ont subi, il faudra les payer pour ce préjudice. Nous devons être conscients du fait que ce nombre est infime lorsque l'on garde à l'esprit le conflit qu'a connu l'Ouganda, qui a commencé en 1986 et qui s'est terminé en 2005. Nous devons également être conscients du fait que la plupart des victimes n'obtiendront pas justice à la fin de cette procédure devant la Cour. Car en réalité, la Cour doit se limiter à un cadre temporel précis, c'est-à-dire les crimes survenus entre juillet 2002 ou à partir de juillet 2002, alors qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses depuis lors. Dans la lettre que l'Ouganda a envoyée à cette cour, l'Ouganda n'a pas déclaré qu'il n'avait pas d'intérêt ou qu'il n'était pas en mesure de traduire en justice Joseph Kony. L'Ouganda a simplement demandé à la Cour de l'aider pour arrêter Joseph Kony avec l'aide des Américains et d'autres pays africains.
Il a fallu 20 ans et à ce jour, Joseph Kony est toujours en fuite. Aujourd'hui, le procureur voudrait montrer que cette procédure lui permettra de procéder à l'arrestation de Joseph Kony. Est-ce qu'il pense que cette procédure va lui permettre d'arrêter Joseph Kony? Imaginez, ça a pris 20 ans avant que... En 20 ans, on n'a pas pu arrêter Joseph Kony. Est-ce qu'il pense qu'il est en mesure de l'arrêter aujourd'hui? C'est une question extrêmement importante. Étant moi-même originaire du nord de l'Ouganda et ayant grandi pendant la période de conflit, étant moi-même parti à cette procédure, aux procédures traditionnelles qui ont lieu en territoire Acholi, procédures qui ont pour but d'accueillir les personnes qui rentrent chez elles pendant toute la durée du conflit qu'a connu le nord de l'Ouganda. Et donc il ne s'agit pas simplement du cadre temporel qui commence en 2002 ou 2003. À ce jour, nous n'avons pas encore reçu d'informations pour expliquer pourquoi la Cour poursuit cette voie judiciaire, pourquoi la Cour a décidé de rouvrir ce dossier et de redémarrer la procédure, et en partie uniquement. Alors que cela ne concerne qu'une minorité d'auteurs et de personnes, et que l'affaire exclut d'autres auteurs de crimes. Cela crée une situation de discrimination. Au nord de l'Ouganda, nous ne voulons pas de discrimination, nous voulons la paix plutôt. Au nord de l'Ouganda, nous avons des personnes qui sont revenues de la brousse et qui vivent avec les autres membres de la communauté ensemble. Ils ont pardonné ou cherchent à oublier le conflit pour que la paix soit rétablie. Au cours des 23 dernières années, l'Ouganda s'est doté de moyens pour mettre fin à la discrimination qui sévissait au sein de la population, et nous sommes très fiers de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et de la paix que nous avons aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir eu la possibilité de m'adresser à la Cour et je vais passer la parole à ma collègue Liliana Hatim, avocate ougandaise, qui va poursuivre sa présentation. Merci. Maître Hatim, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, c'est un grand privilège pour moi que de m'adresser à vous aujourd'hui pour parler de questions très importantes pour mon pays, et en particulier pour les communautés du nord de l'Ouganda. Vous avez entendu mon collègue qui représente le nord, Boris. Moi, je suis de la région de Tesso, mais je vais m'adresser à vous en anglais. Dans le cadre de mon intervention brève, je souhaiterais parler du contexte global de cette confirmation de charge et comment l'issue de cette procédure de confirmation de charge pourrait avoir un impact sur le processus global de justice de transition que nous avons essayé d'édifier en Ouganda avec beaucoup de difficultés. Et pour l'Ouganda, dans le cadre du statut de Rome et en droit international, la responsabilité première de mener des enquêtes sur des crimes commis en Ouganda incombe exclusivement aux autorités nationales. Cette responsabilité s'aligne sur les besoins en matière de justice transitionnelle, ce qui n'est possible que par le truchement des Ougandais eux-mêmes. Au cours des 23 dernières années, les Ougandais ont fait les deux choses, c'est-à-dire qu'ils ont mené des enquêtes sur les crimes allégués commis par la RS, et dans le même temps, ils ont mis en œuvre
des stratégies globales pour la réconciliation. Les Ougandais l'ont fait en adoptant la loi pénale internationale de 2010 qui intègre tous les crimes visés par le statut de Rome et les ont intégrés dans leur loi nationale. Cela a fait suite à la création d'une division des crimes internationaux par la Cour supérieure de l'Ouganda en 2008, notamment pour lutter contre les crimes internationaux et les crimes de terrorisme. Et cette division pénale internationale a récemment achevé le procès d'un commandant de l'ARS, Thomas Yellow, pour des crimes commis pendant toute la période de crimes commis par l'ARS. Les victimes ont pu participer et des réparations subséquentes ont pu être octroyées à la faveur des victimes. En parallèle, les Ougandais ont mis en œuvre la loi d'amnistie de 2000 pour faciliter le retour et la réintégration des commandants de Baran, les combattants qui se sont rendus volontairement et qui ont réintégré leurs familles. Les communautés, y compris celles des victimes, ont soutenu cet effort de réinsertion sans pour autant diminuer l'importance de la justice et des réparations. La justice transitionnelle nationale ou le projet de loi relatif à la justice de transition nationale est devant le Parlement ougandais. Il a pour but d'établir des réparations en cas de crimes de guerre et de mettre sur pied un fonds pour les victimes de la guerre civile. Les réparations octroyées dans le cadre de l'affaire Dominique Ongwen a créé beaucoup de déception et d'amertume parmi ceux qui n'ont pas pu prétendre à ces réparations-là. Et c'est dans ce contexte que cette confirmation de charge intervient 20 ans plus tard. Ce contexte est extrêmement pertinent eu égard aux arguments que présentera la défense dans le cadre de ces observations. Mais au final, cette Cour, ou les efforts de cette Cour doivent s'inscrire dans le cadre d'un projet plus large et plus important de justice transitionnelle ayant pour but d'établir une paix durable et la réconciliation. Bien entendu, la défense n'a pas... La défense a demandé à ce que cette audience de confirmation de charge ne soit pas retenue, mais sa demande n'a pas été retenue. Et c'est pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui. Le contexte dans lequel intervient les audiences de confirmation de charge et la position adoptée par le Conseil de la défense sont l'expression de la voix du peuple ougandais. Au cours de la dernière année, l'équipe de la défense a eu le privilège d'échanger pendant des mois avec les Ougandais, notamment dans les communautés affectées. Notre équipe a pu voir comment le pays essaie de se relever de cette période de conflit après 20 ans de tourmente et réussit à s'épanouir de différentes façons. Dans le cadre de nos écritures, nous avons indiqué que nous avons rencontré des leaders politiques, des ONG, des juges, des avocats, d'anciens combattants qui sont revenus, ainsi que d'autres de nos concitoyens. Nous avons recueilli leur point de vue sur l'état de notre nation, sur la manière la meilleure de tenir compte de cet événement historique et ce processus, malheureusement, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, a démontré que les gens à qui nous sommes adressés ont parlé d'intérêt particulier, d'expérience pour décrire cette procédure. Les Ougandais ont de la difficulté à comprendre comment une procédure en l'absence du suspect, peuvent servir les intérêts de leur pays. C'est une infime représentation des points de vue de toutes les personnes que nous avons rencontrées et nous avons compilé
une centaine de déclarations. Merci de votre attention. Et je repasse la parole à Maître Haynes. Maître Haynes, avant ma désignation, la confirmation des charges était prévue pour le mois d'octobre 2024. Pour diverses raisons, ces dates ont dû être reportées. Et en décembre 2024, votre Chambre a fixé la date de façon latérale que vous avez fixée. Je voudrais déjà détruire le mythe selon lequel les audiences ont dû être retardées de 11 mois parce que j'en avais fait la demande. En fait, non. La défense n'a pas présenté d'argument à cet égard-là. La défense était prête à participer au moment où la Cour allait fixer la date. La défense n'a pas de plainte à faire concernant le temps dont nous avons disposé pour examiner toutes les pièces. L'équipe de la défense a réussi à lire et à assimiler 11 000 et quelques documents qui nous ont été divulgués au cours de l'année dernière. Et lorsque c'est avéré nécessaire, nous avons soulevé des contestations, nous avons fait des requêtes tout au long de cette procédure. Nous avons scruté au peigne fin tous les documents, notamment le document de notification des charges et le mémoire préliminaire. Et notre équipe est unanime. Certaines des charges sont fondées sur des erreurs de droit ou sont tout simplement inadmissibles. Nous avons examiné les éléments de preuve et nous avons retenu des lacunes s'agissant de certains éléments de preuve de fond. Nous avons donc poursuivi le processus de préparation normal, mais nous nous sommes constamment demandé quelle était notre responsabilité professionnelle vu la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons en tant que Conseil de la Défense. Notre équipe est une équipe chevronnée qui peut se fonder sur des parcours différents dans 5 pays différents et devant chacun des tribunaux pénaux internationaux. Mais pour nous tous, il s'agit là d'une situation nouvelle. Les mêmes questions existentielles ont hanté toutes nos décisions tout au long de ce processus. Notamment, qu'est-ce que l'avocat de la défense peut faire valoir sans avoir reçu d'instruction de la part de son client? Et quels sont les intérêts supérieurs de Joseph Kony? Est-ce que nous pouvons supposer qu'il souhaiterait contester la confirmation des charges à son encontre? Est-ce qu'il ne préférerait pas ne pas soulever de contestation et attendre, garder ses munitions pour le procès ou même plaider coupable? Comment est-ce que nous pouvons servir les intérêts de Joseph Kony en faisant valoir les arguments même les plus fondés concernant les charges? Lorsque l'issue de telles contestations serait un ajournement pour même permettre à l'accusation d'amender les charges et présenter une affaire mieux ficelée. En quoi est-ce qu'il irait de l'intérêt de M. Kony que de signaler les lacunes fondamentales et les liens inexistants dans le dossier de l'accusation? Cela risque d'avoir un préjudice pour sa position s'il devait y avoir une nouvelle procédure ou un procès éventuellement. Comment est-ce que nous pouvons contester des éléments de preuve sans avoir reçu au préalable des instructions, ne sachant pas quel serait son plaidoyer ou s'il accepterait les éléments de preuve tels que présentés ou pas? Et il y a aussi la question subsidiaire, à savoir comment est-ce qu'une telle approche serait compatible avec la position que nous avons déjà adoptée face à cette procédure? Et notre hésitation à
donner une idée de la manière dont une telle procédure pourrait se dérouler à l'avenir. Tôt ou tard, nos présentations seront limitées à des questions de procédure et à des remèdes que nous allons solliciter. Et nous sommes là dans les limites de notre mandat déontologique et professionnel, sans préjudice, puisque tout cela se passe en l'absence de M. Joseph Kony. Merci beaucoup. La juge présidente, je vous remercie. Je remercie donc l'équipe de la défense. Nous avons encore un peu de temps. Je vais donc inviter l'accusation à commencer la présentation de ses observations sur le fond. Vous avez jusqu'à 13 heures. Après quoi, nous allons faire la pause déjeuner et revenir après. Très bien. Madame Von Braun, vous avez la parole. Madam President, Madame Von Braun, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, je m'appelle Léonie Von Braun et c'est moi qui vais commencer la présentation des arguments de l'accusation sur le fond aujourd'hui. Nos observations, les observations de l'équipe de l'accusation vont suivre l'ordre de notre document de notification des charges à quelques exceptions près. Vous allez le constater dans un instant. Pour ce qui me concerne, donc, au cours de la prochaine heure, je vais aborder la question de savoir pourquoi nous avons choisi de poursuivre M. Kony en application de l'article 25.3a en tant que co-auteur indirect. Mode de responsabilité pertinent pour les chefs d'accusation 1 à 29 et à titre subsidiaire pour le fait d'avoir ordonné et d'encourager la commission de ces crimes. Un instant, je vous prie. Je ne sais pas si la présentation est affichée à l'écran. Est-ce qu'elle apparaît à l'écran? Oui. Évidence, canal Évidence 2, dit la greffière d'audience. Madame Von Braun, merci. Donc, pour récapituler, et je serai brève, les chefs d'accusation 1 à 14 concernent 7 attaques sur des camps de personnes déplacées et l'attaque sur l'école de filles de Loala. Les chefs 15 à 29 concernent les crimes systémiques à l'encontre des femmes et des enfants. Pour leur part, aujourd'hui et demain, mes collègues traiteront des éléments de preuve sous-jacents ou sous-tendant les crimes reprochés aux combattants de l'ARS. Enfin, notre présentation sur le fond sera conclue par la première substitut du procureur, Mme Anderson, qui parlera donc des crimes commis par Kony à titre individuel. Mais d'abord, commençons par l'ARS. M. Kony et les commandants de l'ARS, pour s'assurer obéissance et exécution de leurs ordres, s'agissant de la commission de crimes, pouvaient compter sur un certain nombre de personnes, c'est-à-dire les commandants de l'ARS sous leur contrôle. Kony utilisait l'ARS pour subjuguer la volonté de ses combattants ARS qui, eux, exécutaient les crimes. Les combattants ARS étaient utilisés en tant qu'outils. En conséquence, leur comportement est attribuable à M. Kony. Les éléments de preuve montrent que Kony était le chef incontesté de l'ARS. Les témoins informés et qui connaissent la structure interne de l'ARS l'appelaient le commandant général ou le commandant suprême, le président, le commandant en chef ou encore le président de l'ARS. Je vous renvoie, Madame la Présidente, aux références citées à la note de bas de page 7 de notre mémoire. Par exemple, UGA OTP 0150 0063
en son paragraphe 12. De plus, M. Kony a adhéré à un plan commun avec son commandant en second, Vincent Otti, ainsi qu'avec d'autres commandants de l'ARS. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient à obtenir, ces hommes? Comme cela est démontré par la séquence des événements faisant l'objet des charges en l'espèce, les co-auteurs de l'ARS voulaient attaquer des civils au nord de l'Ouganda. Des civils qu'ils voyaient comme leurs ennemis, parce qu'ils croyaient qu'ils soutenaient le gouvernement, un gouvernement avec lequel l'ARS était en guerre. Mais ils souhaitaient également soutenir l'ARS, y compris par l'enlèvement de milliers de femmes et d'enfants. Les crimes dont on accuse le suspect étaient tous exécutés à travers un appareil de pouvoir organisé et hiérarchique, qui était l'ARS. Contrôle-Altar. Contrôle-Altar était l'organe dirigeant, une sorte de siège de l'ARS dirigé par Otti. Contrôle-Altar incluait également des postes de commandant de l'armée, de sous-commandant de l'armée, de chef d'état-major. Également des services de communication. Il y avait 4 brigades, Signa, Stokely, Gilva et Trinkle, chacun avec un commandant. Ensuite, les brigades se divisaient en bataillons, eux aussi, dirigés par un commandant, puis en compagnie, que l'on appelait KOIS. À partir de septembre 2003, M. Kony a créé une division appelée Jogo. Et pendant la période incriminée, les effectifs de l'ARS ont été fluctuants. Mais le système d'enlèvement assurait qu'il y avait toujours un nombre suffisant de personnel fongible pour constituer un noyau de combattants, d'au moins des centaines de combattants. Tel que indiqué dans les éléments du témoin P455, UGA, OTP 0000 865, pages 7 à 10. Mais voyons à présent les hommes, en particulier ceux qui commandaient cette hiérarchie. Tout au long de la période incriminée, Kony en était le leader incontesté. Vincent Otti était son second vice-président. Il est décédé au mois de novembre 2007. Les commandants de brigade changeaient avec le temps en fonction des promotions, des reculs, des opportunités ou des décès. Voyons les commandants de brigade à présent. Jusqu'à son décès, à la fin 2003, Charles Taboulé était d'abord en charge de la brigade Stokely, puis est devenu commandant de division. L'accusation considère que Kony s'est coordonné avec Taboulé pour l'enlèvement d'écolières dans l'école de filles de Luala au mois de juin 2003. Bouk Adema a été commandant de la brigade Gilva, puis de la brigade Signa, puis de la brigade Stokely, puis commandant de division. L'accusation soutient qu'il a participé à l'attaque du camp de personnes déplacées internes d'Abok. Dominique Ongwen, co-auteur déclaré coupable, a succédé à Boudema comme commandant de brigade de la brigade Signa. Il a été promu par M. Kony le 4 mars 2004 et je vous renvoie au document UGA OTP 0061 0002 page 0122. Ocean Bounia, commandant de brigade de Gilva. Charles Capéré, qui s'occupait de la brigade Stokely, puis Signa, puis Trinkle. L'accusation soutient également qu'il a participé à l'attaque de Luala. Okot Odiambo, commandant de la brigade Trinkle, puis de la brigade Stokely,
puis de la brigade Guilva, puis il est devenu commandant en second, puis commandant de l'armée. Lacati était major général de la brigade Signa, puis il a été sous-chef ou sous-chef d'état-major, puis chef d'état-major. Et l'accusation soutient qu'il a été impliqué dans l'attaque du camp de Pajoulé, en particulier, mais qu'il s'est également occupé de la distribution d'armes de la RS P0455 UGA OTP 0000865 PP, page 1 à 5. Jimmy O'City était colonel et chef de personnel de contrôle altar, au sein de contrôle altar. Nieko Yadin, chef d'état-major et commandant de l'armée jusqu'à sa mort au début de 2004. Et puis, pour finir, mesdames, monsieur le juge, Rascal Okiya, parmi les principaux commandants de la RS. Il a occupé des postes importants, commandant de l'armée adjoint, commandant de l'armée au sein de la RS. Pendant la période couvrant les charges, c'est à tout le moins ce groupe d'hommes qui a collaboré avec M. Kony, agi sous son commandement pour utiliser l'appareil de pouvoir hiérarchisé et organisé comme un moyen de contrôle des combattants qui ont perpétré les crimes dont le suspect est accusé, asservissant les combattants ARS à leur volonté. Et je vous renvoie pour cela à notre mémoire de préconfirmation de 9 à 19 pour chaque commandant. Jusqu'à 4 fois par jour, ces commandants étaient en lien avec M. Kony par la radio de la RSL. Ils faisaient rapport et nous avons ces communications et nous avons versé des éléments à cet égard à la procédure. Ils rencontraient également M. Kony, soit en Ouganda, soit au Soudan. Des témoins de première main, dont vous disposez des déclarations, ont expliqué que M. Kony donnait des ordres à M. Oti, qui ensuite les transmettait au commandant de brigade, qui à leur tour les mettait en œuvre à travers les combattants assignés à leur brigade. Leurs descriptions se rejoignent et décrivent chacune des comportements similaires au cours de la période incriminée. Ces descriptions sont également corroborées par des communications radio interceptées, telles que résumées dans les paragraphes 12 et 13 de notre mémoire. Mesdames, Monsieur le juge, Monsieur Kony a également exercé un contrôle sur les crimes dont il est accusé au chef 1 à 29 à travers ses contributions essentielles. Toutes ces contributions essentielles sont directement liées aux attaques de camps de personnes déplacées internes, l'enlèvement et la mise en esclavage de personnes et l'utilisation d'enfants dans le cadre d'hostilités. Les preuves sont claires à cet égard. Tout au long de la période en question, M. Kony a régulièrement donné des ordres pour ses commandants pour qu'ils attaquent, tuent les civils. Il y a au moins 2 attaques avec le pouvoir que M. Kony et ses commandants avaient sur l'ARS. Ces ordres ont été mis en œuvre. Kony ne se sentait pas soutenu par les civils du nord de l'Ouganda. L'un des exemples est son registre de la période précoce, en octobre 2002, et nous en avons beaucoup. Kony qualifie les Acholi de stupides, il les souhaite tous morts. Il mentionne que la RS va produire une nouvelle tribu Acholi qui sera bien meilleure que l'actuelle. Il ordonne à la RS de lancer le chaos
et faire en sorte que seule l'ARS demeure sur les terres à Chauly. UGA OTP 0068 0002, page 0058. Le témoin P0138 décrit des attaques contre les civils à Itesso. Réponse à l'établissement d'une unité de défense locale et du ressentiment de Kony contre les civils qui étaient partis dans les camps de réfugiés internes, de déplacés internes. UGA OTP 00000607, page 22-25. Bien, je vais à présent donner quelques exemples de ces ordres de tuer des civils dont les preuves sont résumées au paragraphe 18 de notre mémoire de confirmation des charges. Les premiers exemples remontent à 2002. Parmi ces exemples, un ordre pour commencer les tueries ou l'assassinat des gens au nord de l'Ouganda. C'est une conduite qui a perduré en 2003. Par exemple, M. Kony donne l'instruction à Oti d'attaquer Gulu, Kitgum, Lira et Pader. Toujours en 2003, Kony commence à cibler également les régions Lango et Itesso plus particulièrement. Il donne des instructions pour que des écoles et des universités soient attaquées et que les étudiants soient tués. Les commandants doivent frapper sans pitié les zones de Lango, puis de passer à Tesso. Ces ordres à Taboulé et Oti ont eu pour conséquence l'attaque de l'école de la Walla le 24 juin 2003. Vous en entendrez davantage tout à l'heure. Le camp de déplacés internes de Pajoulé est attaqué le 10 octobre 2003. Mon collègue en parlera tout à l'heure. Et les ordres se sont poursuivis ainsi que les attaques de l'ARS tout au long de 2003 et 2004. Je souhaiterais me concentrer un instant sur les actions de M. Kony par rapport à l'attaque d'Abia le 24 février 2004, emblématique de son comportement criminel. Avant l'attaque, M. Kony avait répété ses ordres visant à attaquer et tuer les civils. Le 23 janvier 2004, il a dit, et je cite le registre, « Laissez Odango aller tuer les tribus Langui des anciens aux plus jeunes. » UGA OTP 0254 4143, page 4208-4209. Okot Odiambo, commandant de la brigade Stokri, a alors donné instruction à ses subordonnés d'attaquer le camp d'Abia et d'y tuer tout ce qui s'y trouvait, soldats ou civils, de brûler les maisons, y compris si elles étaient occupées. Et c'est ce qu'ils ont fait. Kony était tellement content d'Odiambo qu'il lui a ordonné de mener une attaque encore plus grande. Et je vous renvoie à plusieurs registres, par exemple UGA OTP 00610002, page 0047, ou encore UGA OTP 0242 7309, page 73-64. Ou encore les témoignages de plusieurs membres de l'ARS qui sont résumés dans les pieds de page 252 à 254 de notre mémoire. 3 semaines plus tard, mesdames, monsieur le juge, l'ARS a attaqué le camp de Bariolo et a tué là, sur place, plus de 300 personnes. Après cette attaque, Odiambo fait rapport à Kony, comme précédemment, comme il le fait d'habitude, aux alentours du 23 février 2004. Il lui dit à Kony
les morts étaient vraiment nombreuses. Il ne restait plus rien de vivant sur place. UGA OTP 01 32 00 26, page 0040 à 0044. Le 13 mars 2004, M. Kony donne une promotion à M. Odiambo. Il passe de colonel à chef de brigade. Les attaques de l'ARS ont continué selon les ordres de M. Kony, avec pour résultat des meurtres, des pillages, la mise en esclavage lors des attaques correspondant aux chefs d'inculpation d'Odek, de Pagat, de Lukodi et d'Abok. Mais les contributions essentielles de M. Kony ne s'arrêtent pas là. Les preuves démontrent que l'ARS, sous son autorité, et selon ses orientations, a enlevé des milliers de civils. P71 explique que l'ordre de M. Kony était de recruter des civils pour qu'ils rejoignent l'armée et qu'il s'agissait d'un ordre permanent. UGA OTP 0228 3708, page 3730 à 3733. Une analyse démographique des données de ceux qui en sont revenus a fait état de plus de 11 000 personnes enlevées pour la période. Sur vos écrans, vous verrez un extrait des résultats d'un rapport par ailleurs confidentiel. Ces données viennent de UGA OTP 00001133, page 3. Parmi les enlèvements enregistrés, 22,6% étaient concernés des femmes et des filles, 77,4% des hommes et des garçons. Des données qui sous-tendent l'accusation selon laquelle l'un des objectifs principaux de M. Kony était d'enlever des personnes pour en faire des combattants. Qui plus est, les données montrent que 56,5% des personnes enlevées avaient moins de 18 ans. Ce qui alimente l'affirmation selon laquelle l'objectif de M. Kony était d'apporter un soutien à l'ARS en tant que force combattante en créant une armée d'enfants. Pourtant, notez, mesdames, monsieur le juge, que ces chiffres peuvent être qualifiés de conservateurs, car à peine 43% de tous les enfants enlevés ont en fait été enregistrés. Les chiffres réels sont sans aucun doute bien plus élevés. UGA OTP 00000942, page 3. Et M. Kony a également donné l'ordre d'enlever des femmes. Le témoin interne P0233 a déclaré que les enlèvements de filles étaient habituels selon les ordres de M. Kony. UGA OTP 00000603, page 46. P0205 a déclaré qu'en 2002, avant une opération, Kony avait donné l'ordre d'enlever des filles magnifiques, disant, et je le cite, que quiconque n'avait pas de femme allait en avoir une. UGA OTP 0000657, page 20 à 21. Et là, dans cette entrée du 12 mai 2003, Kony donne instruction à ses commandants, je le cite, « Ils doivent maintenant enlever sérieusement. Ce qu'il veut maintenant, c'est que beaucoup d'écolières soient enlevées et emmenées dans la brousse, comme ça il les aurait comme épouses. » Pour le dossier UGA OTP 0068 0146, page 0161. Les enfants,
garçons et filles de moins de 18 ans étaient également systématiquement enlevés. Un rapport de police qui a intercepté des communications radio du 6 mai 2004, M. Kony donne l'ordre à Vincent Auty et Rascal Akouya d'enlever beaucoup d'enfants pour remplacer ceux qui se sont échappés et ceux qui ont déserté. UGA OTP 0017 0187 à 0189. Le témoin d'intérieur P070 a témoigné que les ordres permanents concernant les enfants, qui, je cite, peuvent marcher, qui peuvent vous aider à porter vos bagages, qui peuvent être formés à être des combattants de plus de 10 ans, de 10 ans et plus. UGA OTP 0000598, page 28. Les témoins internes décrivent comment M. Kony a défini, a mis en œuvre les règles qui régissaient le mauvais traitement des femmes et des filles enlevées. Par exemple, les jeunes filles étaient d'abord babysitters, qu'on appelait ting-ting, et les filles plus mûres étaient forcées à devenir des épouses. Ma collègue, Mme Sanyou Ndaguiré, présentera plus tard des détails sur ce sujet et expliquera comment ceci était mis en œuvre dans la pratique. Kony a également décidé de la répartition des femmes enlevées au sein de l'ARS. Dans une note de registre au mois de juin 2003, UGA OTP 0068 0146 à 0229, et vous le voyez à l'écran, Monsieur Kony donne ici des instructions précises à un combattant de l'ARS appelé Angola. Angola doit donner une femme à ôter, en garder une pour lui, et puis il donne l'instruction à Angola d'attaquer fortement pour enlever davantage d'écolières pour remplacer les vieilles femmes. P0138, ancien membre de l'ARS, et je cite de cette inscription ici, UGA OTP 00000607, page 28 à 29. Si vous refusez d'aller avec un mari en particulier, ça signifie que vous ne souhaitez pas vivre. Ça signifie que vous serez tué. Et vous serez tué immédiatement. Donc, vous prenez la décision. Est-ce que je veux vivre ou est-ce que je veux mourir? Mesdames, Monsieur le juge, Monsieur Kony, par ailleurs, donnait l'exemple. Les preuves montrent qu'il a fait enlever des enfants pour sa propre escorte. Et je fais référence ici à P23, UGA OTP 01500063, page 0066 et 0070. Les témoins indiquent qu'il a forcé beaucoup de femmes à devenir son épouse. Nous avons résumé ces éléments au paragraphe 56 de notre mémoire, mais vous en entendrez davantage sur la magnitude de cette pratique ultérieurement aujourd'hui. Monsieur Kony et les commandants de la RS exerçaient leur contrôle à travers un système disciplinaire violent mis en œuvre tout particulièrement contre les membres de la RS de bas niveau. Des punitions pour avoir violé les règles de la RS étaient brutales. Des coups de fouet. Et là encore, les membres de bas rang de la RS étaient souvent des enfants enlevés. La punition pour essayer de s'échapper était souvent la mort. P0172 a témoigné que Kony lui-même leur avait dit « Si vous essayez de vous échapper, je vous tuerai ». Fin de citation. Et le témoin indique que Kony
avait ses informateurs partout au sein de l'ARS et c'est pour ça que chacun avait peur. UGA OTP 0000962, pages 12 et 13. Les châtiments s'appliquaient également aux enfants enlevés qui étaient sujets de coups, parfois simplement pour avoir fait tomber de la nourriture. Kony donnait des ordres sur les opérations militaires et les attaques militaires. Par exemple, il a ordonné les campagnes Tesso, demandant à Outi de s'en charger. UGA OTP 0208 0146, page 0152. Selon le témoin d'intérieur, des témoins d'intérieur, il donnait des ordres sur où se déplacer sur la ligne de front par radio et c'est Outi qui se chargeait de communiquer les détails. UGA OTP 0220 0068, page 0074. Kony se chargeait des promotions ou du déclassement des commandants. J'ai donné l'exemple d'Odiambo tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Des extraits de registres sur la période concernée montrent comment les commandants de l'ARS faisaient rapport de ce qu'ils avaient pillé, y compris les armes, les uns aux autres et à M. Kony par radio et régulièrement. Et que c'est M. Kony qui ensuite les répartissait. Un exemple, UGA OTP 0232 0234, page 244. Mesdames, Monsieur le juge, lorsque l'on regarde les preuves dans leur ensemble, il ne fait aucun doute que M. Kony commandait la RAS, que lui et ses co-auteurs ont utilisé l'appareil de pouvoir que constituait l'ARS pour contrôler ses combattants, les asservir à leur volonté, et qu'il a exercé ce contrôle en vertu ou à travers ses contributions essentielles, pas simplement le plan commun, sa mise en œuvre, mais à travers les crimes également. Kony agissait en connaissance de cause, et on peut le voir dans ses propres déclarations, dont nous en avons présenté certaines ici. Mais au-delà, sa conduite est d'une telle nature qu'elle ne peut avoir été exercée que de manière intentionnelle. Voici qui conclut ma présentation, première partie de la présentation de l'accusation sur le fond, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je pense que nous pouvons prendre la pause maintenant. Présidente, merci beaucoup. Madame le procureur, bien. Il est 13 h, comme prévu. Nous allons donc prendre la pause jusqu'à 14 h 30. Corrigez-moi si je me trompe, c'est bien ça? Très bien, 14 h 30. Nous poursuivrons la présentation de la thèse de l'accusation sur le fond.